bonsoir et bienvenue sur Inside News RDC, votre rendez-vous quotidien avec l'information nationale et internationale. Ici Ilunga, ce dimanche 7 décembre 2025, pour une édition qui pose des questions franches sur l'avenir de notre pays. L'accord de paix signé à Washington sous la médiation de Donald Trump n'a pas tenu une semaine. Le Kivu s'embrase. Luvungi tombe au sud Kivu. Masisi subit des bombardements. Ce soir, nous analysons cette déflagration qui ridiculise les promesses diplomatiques. À Kinshasa, autre front. Le parti présidentiel, l'UDPS, implose en interne à quelques heures du discours sur l'état de la nation. Son congrès est menacé. La cohésion du pouvoir vacille. Face à ce tableau, deux ouvertures économiques. Un accord minier avec les États-Unis et un rapprochement avec la Zambie. Des partenariats qui prétendent compenser les pertes territoriales par des gains financiers. Guerre, fracture politique, repositionnement économique. Votre journal décortique ces événements sans filtre. Demain, nous mettrons en ligne vers 15h, heure de Kinshasa, une analyse majeure intitulée « La guerre d'attrition à l'Est quand la République perd du terrain chaque jour ». Le titre parle de lui-même. Je vous invite à la visionner pour rester informé. N'oubliez pas de la partager avec vos proches et vos réseaux. Guerre, diplomatie, politique et espoir de développement, c'est le sommaire chargé de votre journal. Restez avec nous, nous sommes ensemble pour décrypter l'avenir de la République. Nous ouvrons ce journal par la situation critique dans l'Est. Il y a 3 jours, jeudi 4 décembre, les présidents Tshisekedi et Kagame signaient un accord de paix à Washington. Mais ce soir, la réalité nous rattrape avec une brutalité désarmante. La configuration militaire dans le sud Kivu vient de basculer avec la chute de la cité stratégique de Luvungi samedi 6 décembre. Considéré comme un verrou essentiel pour la défense d'Uvira, Luvungi est tombé aux mains du M23 après 3 à 4 jours d'affrontements intenses entre Kamanyola, Katogota et Luvungi. Malgré le soutien d'unités burundaises et des groupes Wazalendo, les FARDC n'ont pas contenu l'avancée rebelle. Cette perte survient alors que Rurambo avait déjà été conquise la veille, ouvrant la voie vers les hauteurs dominant Uvira. La prise de Luvungi accentue la fragilité sécurière dans cette partie du sud Kivu. Le M23 occupe désormais plusieurs positions élevées autour de Katogota et de la plaine de la Ruzizi, étendant son dispositif sur les axes reliant Sang à Luvungi, ce qui complique fortement les déplacements. Face aux tirs d'armes lourdes et à la progression rebelle. Des milliers de familles fuient leur localité vers Uvira ou, pour certaines, vers le Rwanda selon des sources locales. Bien que les rebelles soient encore à une 50aine de kilomètres d'Uvira, leur avancée inquiète les autorités locales et les communautés civiles. Les FARDC tentent de réorganiser leurs lignes sur l'axe menant vers la ville, mais la crainte d'un encerclement se fait sentir. Des observateurs estiment que la chute de Luvungi modifie l'équilibre militaire dans la région et rapproche les combats de zones fortement peuplées. Dans un communiqué signé par le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, l'armée congolaise précise que depuis jeudi 4 décembre, jour de la signature de l'accord devant le président américain et les témoins internationaux, l'armée rwandaise et ses supplétifs multiplie les bombardements à l'artillerie depuis Bugarama au Rwanda, visant des localités congolaises densément peuplées sur l'axe Kamanyola-Uvira dans la plaine de Ruzizi. Plusieurs civils congolais ont été fauchés par la barbarie rwandaise et l'appétit criminel de l'AFC M23. Ces bombardements ont détruit plusieurs écoles, centres de santé et maisons d'habitation, qualifiés par les FARDC de nouveaux pogroms contre les populations civiles. Plus au nord, la réponse ne s'est pas fait attendre. Ce dimanche, l'aviation congolaise a mené des frappes ciblées à Masisi Centre, bombardant les positions rebelles sur la colline stratégique de Kaongolé. L'armée assume cette offensive comme une réponse nécessaire aux provocations
malgré la psychose que ces détonations créent au sein de la population civile locale. En Ituri, c'est une autre guerre qui se joue. Depuis vendredi, les FARDC, appuyés par les casques bleus de la MONUSCO, affrontent la milice CRP dans le territoire de Djougou avec un bilan provisoire de 7 miliciens neutralisés. Il faut noter le rôle crucial de la MONUSCO qui a repoussé 5 assauts samedi pour protéger le site de déplacés de l'ODA. Une collaboration feu contre feu qui démontre que le partenariat avec la mission onusienne reste indispensable sur certains fronts. Un drame aérien endeuille le Sud Kivu avec le crash d'un hélicoptère survenu vendredi 5 décembre dans les eaux du lac Tanganyika, près de Yungu, en territoire de Fizi. Sami Kalonji Badibanga, administrateur du territoire, rapporte qu'un corps sans vie et 4 rescapés, tous expatriés, ont été récupérés par des pêcheurs. L'hélicoptère, en provenance d'Uvira au Sud Kivu, se dirigeait vers Kalemi, dans la province du Tanganyika. Yungu est situé à 145 km du chef-lieu de Fizi, dans le groupement Babongé sud du secteur de Nganja. L'administrateur déplore la désinformation sur les réseaux sociaux, affirmant que l'appareil aurait été abattu par les rebelles de la coalition AFC M23, qualifiant ces rumeurs de fausses informations. L'armée, contactée dimanche pour sa version, promet une réaction prochaine. Ce crash survient 1 an et demi après un atterrissage d'urgence d'un hélicoptère du PAM à Mabula, près de Kalehe, au Sud Kivu, où aucun blessé ni décès n'avait été enregistré. Loin du front, mais dans une atmosphère tout aussi tendue, Kinshasa se prépare à une semaine politique décisive. Le parti présidentiel traverse une zone de turbulence organisationnelle qui menace la tenue de son congrès extraordinaire prévu du 10 au 14 décembre 2025. À 4 jours de l'ouverture, l'incertitude gagne les rangs de l'UDPS. Cette rencontre, censée permettre l'adoption de nouveaux statuts et l'installation d'une nouvelle direction, pourrait être compromise. Plusieurs cadres accusent le secrétaire général Augustin Kabouya de freiner le processus. Selon Boni Mpoyi, représentant du collectif des présidents fédéraux de l'UDPS, aucune disposition logistique n'a été prise à ce jour et aucun carton d'invitation n'a été envoyé aux fédérations provinciales ni aux représentations extérieures. À ce stade, le congrès n'existe que sur papier, a-t-il déclaré. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi avait réuni il y a quelques semaines les 2 camps rivaux du parti et recommandait l'organisation du congrès en décembre pour restaurer la cohésion interne. 2 commissions avaient été mises en place pour préparer l'événement et réviser les statuts, mais plusieurs membres dénoncent un blocage attribué à Augustin Kabouya qui assure l'intérim à la présidence du parti. Il doit mettre l'intérêt de l'UDPS avant ses ambitions personnelles, insiste Boni Mpoyi. Cette situation ravive les craintes d'un énième report et plusieurs cadres des structures de base confient anonymement que le congrès pourrait être renvoyé au calende grec. L'organisation de ce congrès avait été annoncée après la rencontre entre Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya et son adjoint Deo Bizibou, dans une tentative d'apaiser la crise interne qui divisait le parti depuis plusieurs mois, Bizibou accusant Kabouya de mauvaise gestion, de népotisme et de monnayage de poste. Pour la 7e fois depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'apprête à prononcer ce lundi 8 décembre 2025 son discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple, son 2e discours depuis le début de son second mandat. Cette allocution intervient à un moment crucial alors que le pays fait face à d'importants défis sécuritaires, économiques, politiques et sociaux qui exigent des réponses présidentielles claires. Sur le plan sécuritaire, l'état de siège est en vigueur depuis près de 5 ans en Ituri et au Nord Kivu, une mesure exceptionnelle qui peine à produire les résultats escomptés. Les groupes armés
notamment les forces démocratiques alliées et la coopérative pour le développement du Congo, restent actifs malgré les opérations militaires conjointes entre les FARDC et les forces de défense du peuple ougandais. Le Nord Kivu est marqué par la présence de la rébellion de l'AFC M23, appuyée par le Rwanda, qui contrôle plusieurs agglomérations des territoires stratégiques, notamment Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Walikale, tout comme la province du Sud Kivu, contrôlée en bonne partie par cette même rébellion. Bien qu'un mécanisme de cessez-le-feu ait été signé sous la médiation du Qatar, aucune avancée notable n'a été constatée. Les relations avec le Rwanda demeurent tendues malgré les initiatives diplomatiques. Grâce à la facilitation américaine, un accord de paix a été entériné par Félix Tshisekedi et Paul Kagame en présence de Donald Trump, 5 mois après sa signature par les ministres des Affaires étrangères. Les attentes sont énormes pour voir si cela aura un impact sur le terrain. Sur le plan économique, le chef de l'État devra mettre en avant les récentes avancées dans la coopération avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. 2 nouveaux programmes économiques totalisent 2,87 milliards de dollars et visent à stimuler la croissance, diversifier l'économie et renforcer la résilience climatique. Le budget 2026, actuellement en examen au Parlement, s'élève à 59 021 milliards de francs congolais, soit une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025. Cette augmentation traduit la volonté de renforcer la capacité de l'État à financer les services publics essentiels et poursuivre la modernisation du pays. Le chef de l'État ne manquera pas de revenir sur l'accord de partenariat stratégique signé avec les États-Unis, destiné à accélérer des projets prioritaires pour l'industrialisation du pays et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. La situation humanitaire reste dramatique, avec plus de 21,2 millions de personnes dans le besoin dans l'Est. Le plan de réponse humanitaire 2025, chiffré à 2,54 milliards de dollars, n'est financé qu'à hauteur de 14 à 16% à moins de 3 mois de la fin de l'année. Sur le plan sanitaire, si la RDC a annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola au Kasaï, le pays est confronté à des épidémies de Mpox, de choléra et de rougeole, tandis que l'Est subit les conséquences des violences sur la santé publique. La question du dialogue national inclusif demeure en suspens. Félix Tshisekedi maintient sa position selon laquelle aucun dialogue ne peut être organisé en dehors de son initiative. Ce discours pourrait être l'occasion de fixer la nation alors que plusieurs voix continuent d'appeler à la convocation d'un dialogue national inclusif. Heureusement, l'actualité nous offre aussi des perspectives de développement structurantes. La RDC tente de sortir de son rôle de simple réservoir de matières premières. L'accord minerais critique avec les USA, c'est l'autre versant de la diplomatie congolaise. En marge des discussions de paix, la RDC et les États-Unis ont signé un partenariat économique majeur concernant les minerais critiques, cobalt, lithium, cuivre. Pour André Wameso, gouverneur adjoint de la Banque centrale, c'est une rupture avec le passé. L'accord prévoit un mécanisme de réserve d'actifs stratégiques. Concrètement, cela permet à la RDC d'identifier des gisements clés et de négocier leur exploitation avec des partenaires américains qui s'engagent sur la transparence et la valeur ajoutée locale. L'objectif est clair, ne plus subir le pillage, mais devenir un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale, tout en finançant des projets comme le corridor ferroviaire Sakania-Lobito. Sur le plan régional, une excellente nouvelle pour nos commerçants. Un accord a été signé jeudi à Lusaka pour la construction de 5 postes frontaliers à arrêt unique, Kasumbalesa, Mokombo, etc. Cela signifie la fin des doubles contrôles interminables. Une seule halte, une seule procédure. C'est un gain de temps et d'argent énorme pour l'exportation du Made in DRC et pour l'importation des biens essentiels. Stabilité macroéconomique. Un mot rapide sur les chiffres.
Malgré la guerre, l'économie tient bon. L'inflation est tombée à 2,5% en octobre, bien en dessous des prévisions. Le franc congolais se stabilise grâce à une politique monétaire rigoureuse. C'est une victoire silencieuse, mais cruciale pour le panier de la ménagère, même si la vigilance reste de mise. Revenons au quotidien des Congolais, souvent marqué par la résilience face aux éléments et aux négligences. À Kinshasa, la pluie devient l'ennemi de la ville. Samedi soir, une forte pluie s'est abattue sur la capitale. Résultat, les scènes habituelles de désolation. Le rond-point Huileries s'est transformé en lac, paralysant la circulation. C'est le symptôme d'une urbanisation anarchique et de caniveaux bouchés. Pourtant, les efforts sont là. Le gouverneur Daniel Bumba a supervisé hier l'opération Salongo obligatoire. De l'UPN au rond-point magasin, des marchés pirates ont été démolis et des poubelles installées. La volonté politique existe, mais face à l'ampleur des dégâts causés par des décennies de laisser-aller, la route est encore longue pour faire de Kinshasa une ville saine. À Mbuji-Mayi, l'inauguration d'un laboratoire des maladies virales a été effectuée. L'université de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental dispose désormais d'un laboratoire pour la détection des maladies infectieuses dans le cadre du projet Sentinelle RDC, lancé jeudi 4 décembre par le gouverneur de province. Le projet Sentinelle RDC, qui sera implémenté durant 5 ans, est le fruit d'un partenariat entre l'université de Mbuji-Mayi et celle de Louvain en Belgique. Financé par l'Académie des recherches et d'enseignement supérieur du Royaume de Belgique. Il consiste en la mise en place d'un système de surveillance pour la résilience et la riposte des maladies infectieuses émergentes en milieu communautaire. Si on parvient à détecter des virus des maladies émergentes ici, Mbuji-Mayi peut protéger le monde, a estimé un professeur d'épidémiologie à l'Université catholique de Louvain, soulignant que ce projet vise à mieux se préparer face aux futures pandémies. D'après Valentin Dissachi, recteur de l'université de Mbuji-Mayi, cette première année est consacrée à l'installation de ce laboratoire qui va aider les chercheurs à analyser les échantillons des malades présentant des agents viraux émergents. Des unités mobiles permettront aux chercheurs et laborantins de se déplacer dans le milieu rural pour mener des prélèvements pour la surveillance épidémiologique. Car certaines maladies peuvent encore être dans une phase méconnaissable par tous, mais déjà détectables au laboratoire. C'est le rôle de sentinelle. Surveiller et détecter avant que la maladie ne prenne des allures d'épidémie ou de pandémie. Ce laboratoire va fonctionner au centre hospitalier universitaire Notre-Dame de l'Espérance. À Lubumbashi, les consultations des victimes de la pollution de l'entreprise CDM ont débuté. Des personnes victimes de la pollution de l'environnement attribuée à l'entreprise minière CDM sont consultées depuis mercredi 3 décembre par les médecins de l'hôpital Sendwe à Lubumbashi pour vérifier l'impact des produits toxiques auxquels elles ont été exposées lors de l'incident survenu sur le site de l'entreprise. Les consultations se déroulent sur le site du quartier Kasapa, où est implantée l'entreprise, à capitaux chinois, Congo Dongfang Mining, pointé du doigt comme responsable de la pollution survenue il y a quelques semaines. Nous poursuivons la sensibilisation. Tous ceux qui nous suivent doivent savoir que nous sommes non loin de la prison centrale de Kasapa, au niveau du terrain de basket. On prélève le sang et on envoie les personnes à l'hôpital Sendwe pour faire l'échographie et d'autres examens, a expliqué Bupé Chamala, chef du quartier Kasapa. Au début du mois de novembre, un bassin de rétention des rejets miniers de l'entreprise CDM au quartier Kasapa a cédé, provoquant un déversement d'eau contenant de l'acide et entraînant la contamination de la rivière Lubumbashi, à l'origine de la mort de nombreuses espèces aquatiques. Terminons cette édition sur des notes positives, car le talent congolais continue de briller. La Fédération congolaise de football association a annoncé la participation des Léopards des moins de 15 ans du 10 au 16 décembre à Libreville, au Gabon, au tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. 4 nations, à savoir le Gabon, pays hôte, la RDC, la République du Congo
et Sao Tomé et Principe prendront part au championnat scolaire des moins de 15 ans en version féminine et masculine. Du 10 au 13 décembre, 3 sites de Libreville ont été sélectionnés pour abriter des séminaires de formation destinés à renforcer l'assurance de la relève dans l'arbitrage et le coaching, la médecine sportive, le journalisme sportif et digital, ainsi que la sécurité routière et protection de l'enfance. Le démarrage de la compétition est prévu pour le 14 décembre au stade de l'École internationale Le Ruban Vert. Les léopards scolaires sont tenus d'y être pour honorer leur dernière participation en phase finale et valoriser la volonté de la RDC relative à l'épanouissement de la jeunesse dans le développement du football d'âge. En vertu de son statut de représentant de l'UNIFAC à la phase finale du championnat scolaire d'Afrique de la CAF à Accra 2025, la RDC sera présente avec l'ambition d'arracher un nouveau ticket qualificatif à la prochaine édition. Selon le site de la FECOFA, cette dernière continue de travailler sur un grand projet de détection des talents pour renforcer la base du football congolais en créant un centre national du ballon rond sous la responsabilité de la Direction technique nationale en collaboration avec la Ligue nationale du football féminin et la Ligue nationale de football des jeunes. Finissons avec le basketball féminin où le BCCNSS a effectué un démarrage en force en Ligue africaine. La Caisse nationale de sécurité sociale de la RDC s'est imposée devant Braid Heats du Malawi par 66-42 samedi en Égypte à la première journée du groupe C de la Ligue africaine de basketball féminin. Pour cette rencontre de la 4e édition de cette compétition, les Congolaises du BCCNSS, plus offensives que jamais, ont quasiment imposé un match à sens unique à leur adversaire et l'ont bien traduit par l'évolution du score au tableau d'affichage et durant ses différentes péripéties. Sans aucune résistance, l'équipe de la CNSS a dominé Brave Heats et lui a dicté sa loi au premier quart-temps par 20-6. Il en a aussi été le cas au deuxième quart-temps avec une pause bouclée par 36-14, constituant une avance confortable de 22 longueurs. Les 2 derniers cartons n'ont pas dérogé à la logique du jour de la CNSS qui a de plus en plus asphyxié Brave Heats, respectivement par 49-21 et 66-42. Chers téléspectateurs, nous voici au terme de cette édition d'Inside News RDC du dimanche 7 décembre 2025. Une édition marquée par la violation flagrante de l'accord de Washington avec la reprise des bombardements rwandais qui continuent de faucher des vies innocentes dans le Sud Kivu. La chute stratégique de l'Ubangi nous rappelle l'urgence d'une paix durable pour nos frères et sœurs de l'Est. Demain, tous les regards seront tournés vers le Palais du Peuple où le président Félix Tshisekedi prononcera son discours sur l'état de la nation. Le peuple congolais attend des réponses concrètes aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires qui minent notre quotidien. Gardons à l'esprit les avancées positives, l'accord avec la Zambie sur les postes frontaliers, le lancement du laboratoire des maladies virales à Mbuji-Mayi et les performances encourageantes de nos équipes sportives qui portent haut les couleurs nationales. Voici la pensée du jour que je partage avec vous. Dans les moments les plus sombres, c'est la lumière de notre espoir collectif qui trace le chemin vers l'aube nouvelle. Que cette lumière continue de guider notre marche commune vers la paix, la justice et le développement. Ensemble, continuons de croire en une RDC forte, prospère et en paix. Car c'est dans l'unité, la résilience et la détermination que notre nation trouvera la force de surmonter les épreuves actuelles et de bâtir l'avenir auquel aspire chaque Congolaise et chaque Congolais. N'oubliez pas que demain lundi à 15h sera diffusée une analyse importante, la guerre d'attrition à l'Est, quand la République perd du terrain chaque jour. Ne manquez pas de la visionner et de la partager. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain comme à l'accoutumée. Les éditions de la semaine seront présentées par les jumelles Soraya. Bonne soirée à toutes et à tous.
Ici Ilunga, qui vous dit à très bientôt sur Inside News RDC, votre référence pour une information crédible et rigoureuse. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo.